certain moment. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que, pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même, plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place. Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça? Parce que c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente, et puis il y a la voix consciente qui entre et qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous. Nous avons tous ces deux voix. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain. Et que certaines personnes semblent indestructibles, capables d'affronter les pires obstacles qui se dressent sur leur chemin. Quels sont les indices qui prouvent que l'on est fort mentalement? Qu'est-ce que cela signifie au juste d'avoir un mental d'acier? La confiance en soi est une chose, mais être capable de résister à tous les obstacles sur son parcours et atteindre ses objectifs n'est pas donné à tout le monde. J'en suis convaincu que la clé numéro 4 changera votre façon de voir les choses. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien louper. Numéro 1. Apprendre à endurer la douleur. La première clé est d'apprendre à endurer la douleur. Face aux défis qui se dressent sur notre chemin, la capacité de persévérer est fondamentale. Prenez l'exemple de David Goggins, qui, malgré une enfance cauchemardesque, marquée par les abus physiques et mentaux, les préjugés, la pauvreté et les traumatismes, a réussi à émerger comme l'une des personnes les plus performantes au monde. Grâce à sa résistance mentale, son autodiscipline, son travail acharné et son dévouement inégal, il est devenu une légende des forces armées américaines, l'un des meilleurs athlètes d'endurance au monde, un conférencier réputé en matière de motivation et un auteur à succès. Il a établi le record du monde pour le plus grand nombre de tractions en 24 heures. Il a établi des records dans de nombreuses épreuves d'endurance et a été nommé l'homme le plus fort d'Amérique. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que, pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même, plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place. Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça? Parce que c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente, et puis il y a la voix consciente qui entre et qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous. Nous avons tous ces deux voix. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain jour. Et je pense aussi à tous les différents obstacles qui pourraient se présenter à moi. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons et nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles iront pour le mieux. Mais ces choses arriveront que vous y soyez préparé ou que vous n'y soyez pas préparé. La plupart des gens attaquent la vie avec un esprit non préparé. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, qui devraient arriver, et puis il y a les inconnus. Donc en gros, je peux pas prendre en compte chaque chose. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont se présenter à moi, pour lesquelles je devrais être prêt. Je sais pertinemment que je n'aurai pas envie de m'entraîner demain. Par conséquent, je prépare mon esprit à ça. Je n'aurais pas envie de le faire. Je sais que j'aurai probablement des décisions difficiles à prendre. Ça pourrait être un appel téléphonique m'annonçant que quelqu'un est mort. Je me prépare constamment à ce qui pourrait arriver. Mais pas de manière morbide, mais plutôt dans le sens où, écoute mec, tiens-toi prêt pour la vie. Ne laisse pas la vie commencer à t'attaquer. À droite, à gauche. Assure-toi de construire et d'entretenir cette armure mentale. Pour être préparé à la vie. Et cela commence vraiment par le côté physique de l'entraînement. C'est en traversant la douleur associée à l'entraînement que l'on construit cette armure mentale. Pensez-vous que beaucoup des choses que vous avez faites, comme les semaines de l'enfer que vous avez traversées et tout ça, pensez-vous que cela a créé cette armure mentale? Ça y a contribué. Mais, honnêtement, j'ai réalisé à un jeune âge
que c'est par la discipline que l'on peut changer. Et l'armée ne m'a pas appris ça. J'avais zéro discipline, zéro autodiscipline. Et j'ai réalisé que je devais commencer à développer ça. Et j'ai vraiment commencé à développer ça au moment où j'étais terriblement mauvais en lecture. Pareil pour l'écriture. J'avais tellement d'invalidité et de retard par rapport à mon âge. Donc je me suis assis à cette table et j'ai commencé à passer toutes mes journées. À apprendre, à lire, à écrire, à étudier. Et ensuite j'ai en quelque sorte transféré cette autodiscipline dans l'entraînement. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé quand j'avais environ 16 ans et que je me suis dit ok, j'ai un niveau de lecture de CE2. Tu sais, laissez-moi aller de l'avant maintenant et vraiment commencer à me concentrer parce que je ne pourrai pas entrer dans l'armée si je ne réussis pas cet examen. C'est là que tout a commencé pour moi. Je pense qu'une des choses qui vous a rendu si populaire, c'est que vous avez développé toutes ces grandes forces, mais vous partagez ce qui s'est passé avec votre père, vous partagez ce qui s'est passé vis-à-vis de vos troubles d'apprentissage, de votre dyslexie, et au final vous êtes presque là, genre, ouais, je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses, mes défauts, mes vulnérabilités, tout aussi bien. Et vous reconnaissez en quelque sorte les deux. Ouais, pensez-vous que c'est important? C'est très important. Il est beaucoup plus important de reconnaître ses points faibles. Et vous devez vraiment vous concentrer sur eux. Parce que vous voulez devenir un être humain à part entière. On aime fuir nos faiblesses. Comme par exemple, si tu es doué pour courir, tout ce que tu veux faire c'est courir. Si tu es doué en lecture, bizarrement t'as une bibliothèque. Mais nous ne faisons pas ces choses auxquelles nous ne sommes pas bons. Donc pour moi, je me suis rendu compte, putain mec, genre, plutôt que de fuir ces choses pour lesquelles je ne suis pas doué, je dois plonger dans ces choses. Je dois faire qu'un avec ces choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me dois de reconnaître les deux. Et je me dois de parler très ouvertement des deux. Y a-t-il des jours où vous vous dites « Aujourd'hui, je vais rien faire du tout. Je vais pas aller courir, je vais pas m'étirer. Je ne vais rien faire. Tous les jours. » Il peut y avoir des jours où je me lève avec cette mentalité de victime. Et je suis là genre, tu sais quoi mon gars? Va te faire. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Je n'ai pas de course à venir. Pourquoi est-ce que tu as cette vie aussi structurée? Pourquoi? Je me dis genre, tu sais quoi? Ça va. On l'a fait. Je prends ma retraite maintenant. J'en ai fini avec cette merde. Et puis je m'assois et je me dis, ok. C'est un processus que j'utilise. Donc tu veux être normal. Donc tu veux juste être comme tous ces gens qui vagabondent dans ce monde, sans connaître le pouvoir qui les habite, qui sont ok avec le fait d'être médiocre. Ça veut dire que tu veux redevenir qui tu étais avant tout ça. Et je suis là genre, va te faire foutre, jamais j'y retournerai. Et vous avez cette conversation avec vous-même tous les jours? Pas tous les jours, tous les mauvais jours. Ces jours-là, je pense à tous ces gens qui errent dans les rues et qui n'ont aucune putain d'idée d'à quel point ils sont talentueux. Maintenant, par talentueux, je n'entends pas un talent donné par Dieu. Je parle d'un talent que vous pouvez aiguiser, sur lequel vous pouvez travailler. Un talent que vous devez exploiter. Mais ils sont là sur leur téléphone, sans la moindre idée d'à quel point ils peuvent être forts. Cela nous montre que la douleur peut être un catalyseur de croissance. Une fois que vous arrivez à maîtriser la douleur, vous devenez imbattable. Numéro 2. Ne pas chercher l'approbation des autres. Cette habitude peut entraver notre confiance en nous et notre croissance personnelle. Trop souvent, nous nous laissons guider par le regard des autres, oubliant que la confiance doit venir de l'intérieur. Imaginez la puissance que vous gagnez lorsque vous vous affranchissez de l'opinion des autres et que vous suivez votre propre voie. Vouloir systématiquement être validé ou être approuvé par quelqu'un d'autre est un signe de faiblesse. Quand tu fais ça, tu montres à tout le monde que tu n'as pas vraiment confiance en toi, que tu as besoin de l'approbation pour être à l'aise avec toi-même. Non! Les personnes mentalement fortes ne font pas ça. Par contre, ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont, ils savent ce qui leur est destiné, ils prennent des décisions radicales et sont responsables des conséquences qui en découlent, que ça soit en mal ou bien. Numéro 3. Faire des choix rationnels. Prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur les émotions est fondamental pour un mental solide. Nos émotions peuvent nous égarer, mais lorsque nous faisons des choix rationnels, nous prenons le contrôle de notre destin. Et c'est ce que les personnes comme David Goggins, Mike Tyson, Mohamed Ali, Andrew Tate et toutes ces grandes personnalités que vous convoitez tous font pour ne pas tomber dans des erreurs. Chaque fois que nous prenons des décisions sous le coup de l'émotion, il se pourrait qu'on le regrette plus tard. Parce que ces décisions ne sont pas calculées. Alors avant de prendre n'importe quelle décision,
Vous devez toujours faire intervenir la logique en premier. C'est vrai que vos émotions voudront prendre la tête, mais une fois que vous arrivez à maîtriser cette règle, vous prenez le contrôle de votre esprit. Numéro 4. Ne pas craindre l'échec, ne craignez pas l'échec. Au contraire, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. L'échec ne devrait pas être une fin en soi, mais plutôt une étape sur le chemin du succès. Souvent, les gens qui ont connu le plus de succès dans le monde sont ceux qui ont connu le plus d'échecs. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre, Harry Potter, a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a loupé des milliers de tirs au panier dans sa carrière. Mais il a dit une fois, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai réussi. » Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez laisser vos échecs vous apprendre quelque chose. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous allez devoir faire différemment la prochaine fois. Et vous ne réussirez pas dans tout ce que vous entreprendrez la première fois que vous essayerez. Et ce n'est pas grave. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Walt Disney a rencontré de nombreux échecs avant de réussir à mettre en œuvre son premier personnage emblématique, Mickey Mouse. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos et toutes les grandes personnalités que vous connaissez ont dû rencontrer un échec retentissant à un moment donné de leur vie. Mais ils n'ont pas abandonné. Au contraire, ils ont puisé dans leur échec pour nourrir leur détermination. Vous devez savoir que les échecs ne déterminent pas votre destin, mais votre réaction face à eux le fait. Chaque échec est une étape vers la réussite. Soyez courageux, ne lâchez pas et restez discipliné quelles qu'en soient les circonstances. Telle est la devise des personnes fortes mentalement. En récapitulant, nous avons exploré les 4 clés essentielles pour avoir un mental d'acier. Chacune de ces clés peut vous guider vers une résilience mentale inébranlable. Je vous encourage à mettre en pratique ces clés dans votre vie quotidienne. Partagez dans les commentaires celles qui vous parlent le plus. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir suivi cette exploration des clés essentielles pour un mental d'acier. Nous espérons que vous avez trouvé des conseils précieux pour votre cheminement personnel. À plus!